un autre regard sur la Covid. La Covid, c'est l'actualité. C'est arrivé en 2020. Nous sommes tous contemporains. C'était une grippe saisonnière et c'est passé. Mais ceux qui ont du discernement jugent les choses. Les changements que cette pandémie a apportés sur le monde, sur la marche du monde. Nous allons voir ça. Nous allons analyser les protocoles qui nous ont été édictés. Et nous posons notre regard. La Covid est arrivée, a bouleversé le monde, a apporté des changements. Et de ces changements, qu'est-ce que nous retirons comme enseignement? Qu'est-ce qui se présente à nous comme opportunité? Il serait dangereux pour nous de considérer ça comme un fait divers. Ce phénomène mondial a amené la mort en masse par contamination. Alors, lorsqu'on a suivi les regards des autres, notamment les scientifiques, les politiques, les médias mainstream, qu'est-ce qu'on nous a dit? Pandémie, venue de la Chine pour détruire le monde. Oui, c'est bien. Mais bon, je rentre dans les registres des regards des autres. Nous avons suivi les actualités. On nous a dit qu'effectivement, c'était l'abus des habitudes alimentaires des Chinois qui ont abusé de leur régime. Et après, on dit qu'il y a eu une fuite dans des laboratoires en Chine. Fuite des bactéries à Wuhan. Déjà là, il y a une contradiction. Les uns ont dit abus des habitudes alimentaires et on dit c'est la fuite en laboratoire. C'est deux. Là déjà, c'est pas clair. Il n'y a pas que ça, il y a eu encore quoi? On dit non, c'était la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Nous suivons les actualités. Ça vient encore jeter le flou. Que non, c'était pour les Big Pharma de commercialiser, les lobbies de Big Pharma pour commercialiser les vaccins. Vous avez appris ça. Les autres ont dit non, c'est une stratégie de grande puissance pour réduire, raboter la population mondiale. On était de trop, il fallait réduire la population mondiale. Il y a eu aussi d'autres sons de cloche, comme quoi c'est une attaque terroriste, un autosabotage des terroristes. Les hypothèses étaient permises. Et ceux qui lisent la Bible ont dit, les eschatologues, que c'était la fin du monde. Je me suis investi à chercher la vérité, au-delà de tout ce qui a été dit. Parce que de toutes ces assertions, on ne sait pas, de manière courageuse, honnête, dire voilà l'assertion, la bonne. C'est la première, la deuxième, la troisième. Aucune assertion n'est bonne. Est-ce que toutes les assertions peuvent être bonnes? C'est de la confusion au jeté. On est tous intelligents aujourd'hui, intello. Mais il y a absence d'un discours plausible. Ça n'a pas de sens. Les gens meurent, mais il y a un flou qui est jeté. Quelle est l'origine de la Covid? Certains ont dit que c'est la Chine. Moi, je doute, je vais poser la question. Je crois que si c'est la Chine, mais comment il y aura les rebondissements en Occident, particulièrement aux États-Unis? Rien n'est sûr. Nous allons le voir dans la suite. Et moi, je me suis mis à réfléchir sur cette pandémie qui a bouleversé le monde. Alors, dans ces changements apportés par la Covid, j'ai retenu quelques aspects que j'aimerais partager dans le cadre de notre café. C'est sur le plan humain. Nous avons nos congénères, des gens avec qui nous avons vécu à un moment donné, qui sont partis. 7 millions, plus ou moins. C'est plus, c'est au-delà. Et ça, ce sont des statistiques officielles, certainement rabotées. Et sur le plan politique, on a senti un transfert de souveraineté des États vers les institutions supranationales. Vous êtes témoin. Pendant la Covid, les États avaient en quelque sorte démissionné. Ils avaient transféré leur souveraineté aux institutions supranationales, notamment l'OMS et consorts. Et on allait vers une gouvernance
mondiale. Ça, c'est pas moi. Ce sont les faits. Je vais m'appesantir sur les faits. Je vais poser mon regard après. Ça, c'est le regard des autres. Nous sommes tous congénères, contemporains. C'est ce que nous avons suivi. Et sur le plan technologique aussi, il y a eu, pendant cette période-là, des progrès où beaucoup d'avancées ont été enregistrées dans les domaines du numérique, occasionnant par exemple les changements du monde du travail. L'économie réelle était en récession, mais les big data ont vu leur profit exploser. Les paradoxes qu'ont apporté la Covid. Et du coup, l'économie virtuelle a pris le contrôle du pouvoir économique, financier et même du système sanitaire mondial. Sur le plan martial, sur le plan de la guerre, le paradigme guerre a beaucoup évolué. Ce n'est pas de manière chronologique, mais je donne des aspects, je peins un tableau, chacun pourra se les représenter. Acte 1, le concept de guerre renvoyé à l'idée d'un ennemi clairement identifié. Ils font des déclarations. On connaît que voilà, là, ce sont des fractions rebelles, on est en guerre civile ou dans une guerre classique avec un État X. Et les acteurs principaux étaient soit des États, soit des dissidents à l'intérieur d'un État. Acte 2, toujours le paradigme guerre. Et là, la conséquence, c'était quoi? C'était des guerres coûteuses du point de vue budgétaire. Parce que c'était une affaire d'État. Et puis le paradigme guerre a évolué, acte 2, vers la guerre froide, avec un monde bipolarisé. Les blocs occidentaux face au bloc de l'Est. Et puis, le concept de guerre glissera un peu plus vers les terrorismes. Acte 3. La lutte contre le terrorisme. La guerre, c'était la guerre contre les terroristes. Des ennemis en petits groupes organisés, difficilement identifiables. Alors, dans cette phase ici, les acteurs, c'était les États ou les coalitions contre le groupe armé. On a vu les Américains retrousser les manches, aller en lutte contre les terrorismes. Acte 4, il y a eu encore des missions internationales qui se sont appropriées de l'affaire pour la stabilisation et le maintien de la paix. C'était l'affaire plus pas des États, mais des missions internationales. Très hybride là. Acte 4. Nous en avons l'expérience, les Congo. Acte 5, on est allé vers la privatisation ou la sous-traitance de la guerre. Privatisation de la guerre. Avec l'émergence des groupes paramilitaires. Le plus emblématique, Wagner. Et il y en a autant de sociétés privées qui, au lieu que ce soit des États, mais ils sous-traitent à travers des sociétés qui n'ont pas de pudeur à s'afficher, qui tutoient des États. Des guerres par procuration, des proxys. Et 6, c'est là où c'est intéressant, c'est notre matière du jour. C'est notre matière du jour, c'est deux virus couplés à l'intelligence artificielle. On faisait déjà mention de cela, sont d'autant plus considérés comme des menaces réelles dans une guerre invisible. Le président de la République française, j'aime son franc-parler, il a dit « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, dont la Covid a été ni plus ni moins une guerre. Virus, pas virus, tout ce qu'on veut, mais la Covid était une guerre. » Je crois qu'on est d'accord. Et les acteurs principaux ici, c'était qui? Les acteurs essentiels, c'était les big data et la big pharma. Et donc, avec la Covid, nous avons un tableau éloquent d'une guerre avec un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, c'était qui? C'était toi, c'était moi. On s'est réalisé comme si on était devenus des ennemis. C'est mon ami, mais quand je le vois sous la Covid, je ne sais pas peut-être qu'il est porteur. Et c'est la suspicion réciproque. C'était ça, la Covid. Et dans un premier temps, j'ai dit, ce qui a occasionné la Covid, c'était les temps. Et vers la fin, je vais donner la vraie origine. Très rapidement, analysons alors le protocole qui nous a été édicté.
face à cette pandémie, il y a un protocole qui a été édicté et que nous devions tous s'aligner. Les États tous décider au niveau supranational. C'était le port obligatoire de masques, les confinements, les lavages de mains, fermeture de frontières et passe vaccinal. Bah, ça c'est pour passe vaccinal, passe sanitaire, vaccination de masse. Parmi nous aussi, il y a ceux-là qui étaient vaccinés. Je ne demande pas qui. Alors, de tous ces protocoles, les plus illustres, c'est le masque. Quand on voit le masque, ça renvoie directement à l'idée de la Covid, où le voile a été jeté. À tout moment, on devait laver les mains, on devait encore laver les mains, on devait encore laver les mains, comme si on se reprochait de quelque chose de ne pas être assez légitime, assez propre. C'était le voile qui était jeté sur la bouche, pour ne pas parler. Et nous, moi, comme penseur indépendant, j'ai pris le courage de réfléchir par rapport à ces choses et de commenter. Parce que c'était la parole qui a été ravie à tout le monde, aux autorités, aux États, et il y a eu la gouvernance mondiale. Et vous conviendrez avec moi que tout ce qu'il y avait comme piste locale était bâti en brèche. Si quelqu'un développe quelque chose, il fallait taire ça. Il fallait que le protocole soit défini par l'OMS. On suivait seulement les médias, on était dans les médias, on était un peu dépassé, déphasé, alors que le monde était en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, quand je posais la question, oui, ça reste présent à l'esprit, nous disons, ben, c'est la pandémie, c'est comme si c'est... Alors qu'il y avait des réalités au niveau spirituel, au niveau géostratégique, qui se faisaient, mais le commun des mortels n'a pas cerné cela. Et nous allons ensemble voir ça. C'est ce que j'ai dit, un autre regard sur la Covid. C'est ce regard que nous voulons poser ensemble avec nous cet après-midi. Notre regard est basé sur des questionnements. Comment la Covid va décimer en Occident? Les Chinois n'étaient pas épargnés, eux aussi sont tombés, mais comment au podium, c'était l'Occident. D'autres questionnements qui sont montés aussi à mon esprit, c'est pourquoi l'exception de l'Afrique? Et il y a eu encore une sous-question. Je me suis encore posé une question, je me suis dit, mais comment cette Afrique, qui est potentiellement le continent le plus riche, reste pauvre de par sa population, les derniers? Pourquoi ces paradoxes? Il n'y a eu que des paradoxes. Toutes ces questions, ce ne sont que des paradoxes. Virus chinois, ce sont les Américains qui meurent. Les pronostics, ce sont les Africains qui vont être décimés, mais c'est le contraire qui arrive. Et par rapport à la position de l'Afrique, qui est potentiellement riche, mais qui reste les tout derniers. Donc, c'est ces contradictions-là qui m'ont amené à réfléchir et à poser ces regards. Et dans mon hypothèse, je me suis dit, rien ne peut arriver sur la terre sans que l'Éternel en soit auteur. Je me suis dit, Dieu doit avoir sa part de responsabilité dans cette affaire. Parce que ce que l'homme a dit ne convainc pas assez. Je comprenais, comme je disais tantôt, que la Covid était là pour changer l'ère ou changer l'histoire, changer les temps. Nous allons le comprendre ensemble. Alors, comme conséquence, la Covid a été révélatrice. Elle nous a révélé beaucoup de choses, des failles, des faiblesses, des failles terribles en Occident. Et donc, la Covid a eu comme conséquence l'affaiblissement de l'Occident. Ça, c'est un fait. Vous savez, quelqu'un peut devenir déjà faible. Ça se cache, il camoufle ça. Mais quand ça se dévoile, ça saute aux yeux. Et j'ai eu l'avantage de lire ça dans les livres saints. Chacun a son livre saint. Il y a les musulmans ici qui pourront considérer ces Corans. Bon, ils peuvent voir ces passages ici
dans le Coran. Pour moi, c'est la Bible. Ésaïe 23, 8, 9, 10. Je vais vous donner lecture. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient les princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre? On se pose la question pour connaître qui a fait à ces gens c'est ce qu'ils vivent là, ce qu'ils en disent là. Et à 9, on dit c'est l'Éternel qui a pris cette résolution pour briser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Verset 10, c'est ce que j'ai aimé. 10 d'Ésaïe 23. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis, plie des jours. Et là, je comprenais. C'est comme si j'avais une question dans ma tête et je tombe sur les livres saints, je vois ces passages que je ne connaissais pas. Les marchands étaient des princes, les commerçants étaient les plus riches de la terre. C'est qui? Sans équivoque, c'est l'Occident. Sans équivoque, c'est les États-Unis d'Amérique, les pays des GAFAM. Dieu dit, c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour briser l'orgueil de toutes les grandes puissances de la terre. Mais au même moment, on dit, à toi, parcours librement ton pays, fille de Tarsis, il y a plus de jours. J'avais compris que la Covid, c'était un événement qui arrivait, qui changeait le monde. L'Afrique qui était toujours dominée devait trouver son élargissement à travers quoi? Cet événement qui est arrivé, qui a changé le monde. Et par là, j'ai eu aussi quelques repères. Et donc, par rapport aux conséquences de la Covid, l'affaiblissement de l'Occident et puis l'avènement d'un monde multipolaire. Parce que nous avons vécu dans un monde où unipolaire, où l'Occident menait la danse, tous on suivait. Et que la Covid est venue appeler un nouveau monde multipolaire, où il y aura la présence de plusieurs puissances. Et j'ai aimé, quand j'ai recevé ces choses, c'était pendant la crise. Mais l'actualité est venue corroborer ces choses. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, quand j'avais dit c'est le temps, et j'ai dit maintenant là, sans pudeur, j'ai dit c'est Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il dit ça dans Daniel 2, 21. Il est maître des temps et des circonstances. Il a voulu changer les choses. Et dans cette étude, j'ai trouvé aussi des coïncidences troublantes. Je reste sur les faits entre Israël et l'Afrique et notre pays. Lorsque vous observez Israël, vous verrez Israël est parti en captivité pour 400 ans. Dieu a prédit ça. 400 ans, Abraham, ta descendance ira en captivité. Après les 400 ans, ils vont trouver leur élargissement. On connaît ça, non? Pour ceux qui lisent la Bible. Et après, lorsqu'on lit la Bible, après, plus tard, Israël ira encore en captivité pour 70 ans. Du temps de Jérémie a prophétisé, du temps d'Ézéchiel, mais qui s'est accompli avec Daniel, qui découvre ça dans les livres. 70 ans. Ces éléments, ces deux éléments recoupés, ont corroboré tellement avec l'histoire de l'Afrique. Mais moi, je note que ça coïncide. Israël, 400 ans d'esclavage. Nous aussi, 400 ans d'esclavage. Il y a abolition de l'esclavage. Et après l'abolition de l'esclavage, 1848, abolition de l'esclavage. Il y a le partage de l'Afrique, 1885. Compter 70 ans, ça tombe quand? C'était après le partage de l'Afrique, c'était la colonisation. Ces mots-là, ça sonne comment? On nous colonise toujours chez nous. On ne nous esclavagise plus, mais on nous colonise chez nous. Pendant combien de temps? Pendant 60 ans. Si vous mettez 70 ans, ça tombe exactement les années 60. J'ai demandé, mais pourquoi cette coïncidence avec les années 70 d'Israël qui était à Babylone? Et là, j'ai compris que Dieu travaille avec le temps. Les chiffres 7, c'est les chiffres du repos pour Dieu, c'est les sabbats. Il dit à Israël, lorsqu'il sort Israël, il demande à Moïse, il dit, mon peuple doit sanctifier le 7e jour. Moi-même, j'avais travaillé, je me suis reposé. Le plus fort, c'est Dieu.
l'omnipotent, l'omniscient. Il a travaillé 6 jours, il se repose le 7e jour. Il dit aussi à Israël, Moïse, mon peuple là, il va travailler 6 jours. Le 7e jour, il va faire quoi? Il va se reposer. Donc les chiffres 7 pour Dieu, c'était les repos. Israël va en captivité, 70 après les 70 ans, il trouve l'élargissement. Daniel pense qu'il va délivrer son peuple, il n'a pas pu. C'était le temps de Dieu. Et pour l'Afrique, en 60, nos grands-parents chantent indépendance, tcha-tcha. Quelqu'un dit, c'est encore un hasard. J'ai dit, je concède. Mais moi, j'ai dit, c'était le temps de Dieu. Les années 60, c'est l'indépendance. Mais nos grands-parents, quel génie ils avaient pour chasser les Blancs? Je ne sais pas. Ils avaient l'aura, oui. C'était le temps de Dieu. 60. De 60 à 2020, si vous comptabilisez bien, c'est encore 60 ans, l'entame du 7e jour. Et là, c'est un ennemi, cette fois-là, c'est formidable, c'est un ennemi invisible. J'aurais voulu que ce soit encore un, je ne sais pas moi, un ennemi visible. Non, c'est un ennemi invisible. Les choses invisibles appartiennent à qui? Aux esprits. Et le domaine de l'esprit, c'est Dieu. Ça nous échappe, nous les scientifiques, nous les bureaucrates, nous qui parlons le français de France. Ça nous échappe les données spirituelles. Et puis, le tableau est tellement cohérent que les 70 ans se sont répétés à 2 reprises jusqu'en 2020, avec la Covid. Très éloquent. Et le peuple qui devait être sacrifié trouve son élargissement. Nous sommes sortis ragaillardis après la Covid. On était là. Alors que ceux qui étaient les plus protégés sont morts avec les vaccins qui ne les empêchaient pas d'être contaminés à nous. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent à l'Afrique et les perspectives éventuellement face à ces changements, à tous ces changements qu'apporte la Covid? Il nous faut, en effet, la mise en place des réformes visant à consolider notre indépendance. Il y a une indépendance qui a été décrétée par nos pères fondateurs. Mais nous avons l'obligation aujourd'hui de consolider ça. Des réformes profondes, culturelles et même structurelles. Il nous appartient. On est dans un pays où l'un est payé 100 $, l'autre est payé à autant de dollars. Il faut des réformes conséquentes. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Des réformes conséquentes, des réformes culturelles sur notre manière de faire les choses, sur notre manière de conduire la chose publique, notre manière, nos rapports avec la cité. Nous avons tous la responsabilité. Jusqu'ici, nous avons été des prodigues, des fils prodigues. On excelle dans la dilapidation, les gaspillages. Des millions détournés, nous, Congolais. On devient riche, l'État s'appauvrit. On trouve ça, on s'en orgueille. Ses confrères, ses compatriotes moisissent, triment dans la misère la plus noire. On trouve que bon, c'est toi les grands prêtres corrompus. Nous devons changer ces choses. Il faut des réformes structurelles. Nous avons une touche à multiplier les choses, mais ça sera intéressant pour ces grands et beaux pays que Dieu nous a donnés. Faire les choses autrement. Au-delà de ça, il nous faut aussi activer l'autonomie stratégique dans tous les secteurs vitaux. Jusqu'à quand ce sont les voisins qui vont faire notre sécurité? Nous avons la responsabilité d'assurer une autonomie stratégique dans tous les secteurs. L'agriculture, nous mangeons les bunga qui viennent outre-terre, je peux dire ici, importés. Est-ce que c'est correct alors qu'il pleut chez nous tous les jours? Nous en avons même assez. Donc, l'autonomie stratégique en termes d'énergie, en termes d'infrastructure, industrialiser notre pays, nos territoires, en termes technologiques, l'intégration, les commerces intra-africains et surtout la formation, une formation de qualité. C'est ça le miracle allemand. L'Allemagne est sortie des 2 guerres, mais elle parvenait à rebondir grâce seulement à la formation. Leurs produits sont de qualité. Ils ne produisent pas en chaîne,
Non, non, mais quand il produit, c'est la qualité qui est assurée. Au-delà de ça, des réformes stratégiques au niveau diplomatique, en tissant des partenariats intelligents. On a besoin de tisser des partenariats intelligents où on dit ben, qu'est-ce que le Congo gagnera, qu'est-ce que l'Afrique gagnera. On n'exclut personne, mais que tout le monde se retrouve. C'est possible. Et parmi les opportunités qui s'offrent à nous, il y a la déclinaison démographique de l'Occident avec les vieillissements. Je ne cite qu'un seul facteur, le vieillissement de la population. Mais nous, à notre niveau, j'ai salué ce que le chef de l'État a annoncé, la gratuité de la maternité. Parfois, bon, on ne comprend pas des choses. Hein. Les gens sont parfois poussés par l'Esprit de Dieu et même parfois ils ne comprennent pas. Pas seulement encourager les sens, mais aussi préparer cette jeunesse à avoir une éducation de qualité. Donc il faudra réformer le système éducatif. Mais ces deux éléments, je les trouve avec le système. Hein. L'idée, elle est bonne. Qu'on puisse mettre le moyen pour parfaire la chose. Nous pouvons préparer nos enfants pour que ces enfants-là soient debout au rendez-vous des demain pour relever les défis. Et donc, au-delà de ça, nous avons aussi l'opportunité de poursuivre avec la révolution numérique. Dieu nous a bénis avec ces pays qui a cette diversité, cette variété de métaux rares. Mais nous tous, nous voulons faire quoi? Les sciences po, nous voulons faire l'économie, nous voulons faire... Mais qui va découvrir ça? Qui va comprendre ça? Les propriétés de tous ces métaux rares-là, c'est l'affaire des Chinois et des consorts. La révolution numérique, c'est notre affaire, nous devons nous l'approprier par la maîtrise des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Nous devons, notre jeunesse doit le faire. Nous devons le préparer dans ce sens-là. Digitaliser notre administration. Nous sommes encore parmi ces rares pays, on ne sait pas identifier la population. C'est comme ça que les gens entrent et sortent comme ils le veulent. Et il y a encore un point qui me touche encore beaucoup pour ces pays, les pays de tous les superlatifs, la transition écologique. Nous sommes qui s'intéressent à ces questions de la transition écologique, alors que nous avons de la voix à donner. Nous avons des arguments. Au-delà de ça, nous sommes aussi quoi? Nous sommes une terre d'accueil, servir des terres d'accueil. Nous sommes les Congos, nous devons accueillir tout le monde, mais que les conditions d'accueil soient garanties. S'il est vivable, nous rendons ces pays viables, on ne pourrait refuser à personne de venir parmi nous. Donc, les Congo peut servir effectivement cette terre d'accueil des gens qui viendraient de partout. Mais que cet espace-là soit vivable, viable. Mais c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, mais c'est l'affaire de nous tous, de nous impliquer pour assainir les cadres, assainir les conditions pour que notre pays soit effectivement une terre d'accueil. Mais au-delà de ça aussi, je vais dire que la Covid, c'était le temps de restitution, le temps de repos pour le peuple d'Afrique, le peuple de mon pays. Le peuple d'Afrique doit se réveiller. J'ai eu une idée, j'ai dit, mais vous savez quand vous faites un cauchemar, mon frère juif, vous dormez, c'est le sommeil, et un cauchemar arrive. Pour arrêter ce cauchemar-là, qu'est-ce que vous faites? C'est simple. Tu n'as pas besoin de chercher l'arme. Réveille-toi, tu arrêtes ton cauchemar. Peuple d'Afrique, réveillez-vous. Je suis un peu comme ces coqs-là qui crient pour appeler les gens à 4 heures. Réveillez-vous. Je n'ai pas de force. Je suis ces coqs du quartier qui chantent. Identifier ces pays. Redonner à ces pays son identité. Révéler ces pays, sa valeur. Et donc, pour ces pays, si nous réalisons qui nous sommes, les autres vont nous protéger. Ils vont savoir notre valeur et nous serons là et personne ne pourra nous bousculer. C'est parce que nous n'avons pas compris qu'est-ce que Dieu nous a donné comme portion que nous sommes malmenés. Nous devons comprendre notre rôle parce que nous avons un rôle moteur à jouer pour le monde et pour l'humanité. Sur tous les plans, on s'est dit des vérités.
annoncer la paix. Et donc voilà, ce livre, il va servir aussi d'indicateur de temps, nous permettre à comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons situés, les peuples du monde, pas seulement les peuples du Congo, les peuples du monde. Et donc en vrai, la Covid constitue en quelque sorte une ponctuation historique. Pour les Africains, reconnaissons ce temps qui nous est donné, bannissons la négligence, parce que nous faisons beaucoup l'apologie de la légèreté. Les Africains, surtout les Congolais. Et chacun de nous, le défi est de donner au pays ce qu'il mérite. Nous en avons. Moi, je fais ma part. Ma petite contribution. Nous en avons. Donner à ces pays ce qu'il mérite. Il est grand. Parce qu'il existe un rêve africain. Les rêves africains existent. Donnons à ces pays ce qu'ils méritent. Aux Occidentaux, de comprendre aussi les temps. Les temps ont changé. De revoir leur laïcisation à outrance. De comprendre qu'il faut une touche spirituelle. Les spirituels, je n'énonce pas quelle spiritualité, mais il faudra de la spiritualité. Parce que l'Occident, c'est une société tellement matérialiste. Et qui peut à un moment donné devenir suicidaire. Qu'il revoie cette laïcisation. Les Occidentaux ont des rapports privilégiés avec les Africains. S'ils capitalisent ça, ils pourront s'en tirer mieux. Et aussi tirer toutes les leçons pour rester riche. Mon conseil, ma recommandation, c'est de tirer toutes les leçons en considérant aussi les intérêts des peuples africains. Dans les livres, j'ai appelé ça les droits réciproques de peuples. Les droits humains qu'on applique en Occident, c'est les mêmes droits humains qu'on doit aussi appliquer en Afrique. Pas à géométrie variable. Parce que l'Occident, partenaire privilégié de l'Afrique, depuis 6 siècles, mais comment l'Afrique demeure pauvre. 6 siècles durant, nous avons été ensemble, des amis, 6 siècles durant, mais nous sommes restés pauvres. Pourquoi? C'est le 7e siècle. Ils auront le temps de revoir leur copie. Et aux émergents, parce que nous entrons dans un monde multipolaire, ma recommandation, c'est qu'ils ne soient pas colonialistes. Ceux qui sont colonialistes, ils savent un peu leur fin. Et ce qu'ils doivent faire, parce que l'histoire souvent se répète. C'est que je dirais aux émergents de ne pas être colonialistes vis-à-vis des Africains. Mais ça ne se donne pas. Il faudra que les Africains aient aussi une attitude qui convient pour qu'ils ne soient pas colonisés à nouveau. Et donc, je cite, au final, l'enjeu par rapport à l'Afrique, c'est de servir de force d'équilibre entre les vieilles puissances et les puissances émergentes. Un pasteur dans la ville de Bukavu qui n'avait pas accepté l'existence de la Covid-19. Pour ne pas les citer, le pasteur Tchib. Et on connaît ce qui s'était passé. Bon, monsieur l'auteur du livre, quel est votre conseil que vous voulez donner à la population qui vous par rapport à ces livres et à l'existence du Covid-19? Merci. Vous avez dit que la Covid c'est venu pour que les dominateurs soient affaiblis et que les dominés puissent avoir leur libération, leur élargissement. Alors, je retiens une parole du président Obama. Obama, quand il est venu en Afrique, il dit l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. Elle a plutôt besoin des institutions fortes. Moi, j'ai contredit cela. J'ai dit pour une vraie révolution, il faut des hommes forts. Toute révolution passe toujours par des hommes. Si vous parlez d'un certain épanouissement de l'Afrique, où sont ces hommes? Parce qu'on ne peut pas envoyer tous les Africains. Il faut qu'il y ait une figure, il faut qu'il y ait une référence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit porte-étendard et les autres suivront après. Donc, où est ce Moïse? Parce que vous êtes aussi ami de la Bible, j'ai vu que vous êtes apaisanti beaucoup sur la Bible. Moi, j'ai vu que c'est l'exode de l'Afrique. Alors, si c'est l'exode de l'Afrique qui va quitter ses dominants, où est ce Moïse? Où est cet homme qui sera le porte-étendard pour amener les Africains à leur liberté? Voilà, merci. Face à la mission prophétique du plus beau pays du monde, ici, je me réfère plus à ces concepts de beauté.
Ce concept a toujours été relatif, ça dépend d'une personne à une autre. De quel concept? De la beauté, du plus beau pays du monde. Parce qu'un Américain expose toujours son pays, les États-Unis, comme étant le plus beau pays du monde. Et tout au long de votre exposé, j'ai pu remarquer que vous êtes africaniste. Et en parlant du plus beau pays du monde, vous vous référez à l'Afrique, à notre pays ou à un autre pays. Et sur base de quoi, là, vous avez pu ressortir cette qualification du plus beau pays du monde? Là, c'était ma première préoccupation. Pour la deuxième, en fait, tout au long de notre existence, depuis que la Terre existe, l'humanité est confrontée à pas mal d'épidémies et dont les victimes, en termes de chiffres, les chiffres est largement supérieur à ceux que nous avions pu amasser lors de la Covid. Je prends des exemples bien concrets. Il y a la peste noire au XIVe siècle, une épidémie vraiment meurtrière. Cette épidémie avait exterminé le tiers, voire même la moitié des populations moyen-orientales, nord-africaines et occidentales. Et le chiffre s'élevait entre 75 et 200 millions de morts. À part ça, il y a également la grippe espagnole, en sortant juste de la Première Guerre mondiale en 1918. La grippe espagnole à elle-même, en termes de victimes, c'était entre 20 et 10 millions de morts. Et en comparant ces deux chiffres-là par rapport à la Covid, vous nous aviez donné le chiffre exact, c'était plus ou moins 7 millions. Vous n'avez pas qu'il y a une grande différence entre ces trois chiffres. Pourquoi vous focalisez plus sur la Covid par rapport à la peste noire, par rapport à la grippe espagnole? Merci beaucoup. Je vous renvoie à la page 42 et 43. La page 42 et 43, là, vous avez donné la différence entre la prophétie et la prédiction. La prophétie, vous avez répondu par un verset biblique, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, et la prédiction, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. La conclusion de l'origine de la COVID-19 n'est que les temps, selon vous. C'est vrai. Maintenant, je me pose la question. Vous avez donné des chiffres des taux de mortalité. Maintenant, ma question est la suivante. J'aimerais maintenant savoir, la COVID-19 est venue et nous avons des prophètes, des prophètes dans notre pays qui n'ont pas peut-être prophétisé avant. Parce que vous parlez du temps, le temps c'est une durée. C'est un délai. Alors j'aimerais maintenant savoir, la COVID-19 a disparu automatiquement après avoir endeuillé le monde. Maintenant, la mission de Dieu, parce que vous avez beaucoup évoqué les versets bibliques. La mission de Dieu était de vouloir d'abord endeuiller le monde pour nous faire comprendre qu'il y a une maladie qui pourra peut-être venir, ou soit c'était comment. Parce que l'intitulé du livre, c'est « À quand la fin du monde ?» Alors, c'est par cette maladie que Dieu voudrait nous faire voir que la fin du monde est arrivée, ou soit va arriver. Ce livre embrasse un domaine de recherche qu'on appelle la collapsologie. Collapsologie. Savoir quand la planète Terre va se terminer. Il vous a déjà répondu. Il a parcouru la Bible. La Bible indique les présages de la fin du monde. La Bible indique aussi comment le monde va se terminer. Mais la Bible n'indique pas la date. Mais lui, comme il vous l'a dit, il ne peut pas contredire les Écritures saintes. Mais l'avantage dans ce livre, c'est que je crois à l'annexe 2,
l'auteur donne là 132 prédictions de la fin du monde qui ne se sont pas réalisées. Il y a des gens qui ont prédit le monde va se terminer tel jour, ça ne s'est pas réalisé, ne serait-ce que pour cela. Comme cela, ça va vous mettre en garde contre les fausses prophéties. D'autant plus que nous, Congolais, nous sommes pessimistes. Nous croyons que nous vivons en enfer et nous aimerions que le monde se termine le plus tôt possible. Il y a aussi des raisons pour lesquelles vous devez acheter ce livre, l'annexe 1. Il donne les hécatombes humaines entraînées par la pandémie que nous appelons Corona à travers le monde. Et il a donné 191 pays du monde. Alors, les pays qui ont été les plus frappés par la pandémie, ce sont les États-Unis d'Amérique, je crois, avec un pourcentage de 15,82%, suivi du Brésil, 10%, suivi de l'Inde, 8%. Quand quelqu'un est malade ici à Bukavu, il va en Inde. Il croit qu'il va guérir là-bas, alors que c'est le pays qui est classé 3e pour avoir perdu beaucoup de gens. Les pays africains qui a perdu le plus de monde, c'est l'Afrique du Sud. Quand un Congolais est malade, on le dépêche pour l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est suivie, je crois, de la Tunisie et de l'Égypte. Est-ce que vous savez, nous sommes 40e dans le classement? Je crois que nous, la RDC, nous nous sommes trouvés à la 120e place. Donc nous avons eu le moins de pertes possibles. Le Rwanda nous précède. Il a eu le plus de pertes possibles. Quelle est la conclusion? Le Congo, bon, sous-équipé, mais c'est un pays qui résiste au point de vue sanitaire. Pourquoi? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas mourir facilement de corona? Quand un enfant congolais dépasse 5 ans, il a résisté à ce qu'on appelle Suluba, rougeole. Quel corona peut encore le tuer? Je ne le vois pas. Moi, quand on me disait que cette pandémie-là, c'est contre les gens de 3e âge, par humour, je disais, ça ne me concerne pas. Moi, je suis de 5e âge. Et mon fils a envoyé lave-mains et des caca security pour m'empêcher de sortir. Mais tout le temps, j'étais dans mon champ à labourer la terre et j'ai survécu. Alors, achetez le livre et vous serez documenté. Je vous donne mon avis parce que nous avons déjà lu le livre et nous l'avons trouvé intéressant.